Bonjour, bonjour à toutes et tous, et particulièrement un grand bonjour à toi Thierry. Merci infiniment d'avoir accepté ma proposition. Bonjour Adrien, merci pour ton invitation. Merci. C'est un vrai plaisir. En plus, ton parcours et tes fonctions de psychiatre, psychothérapeute et formateur en hypnose vont être certainement très, très éclairantes. Un des grands buts de ce podcast, c'est d'aider à cadrer la pratique de l'hypnose, notamment pour les personnes qui pourraient être non soignantes ou non médecins. Pour rentrer entre guillemets dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous donner un éclairage si tu as eu une vie avant l'hypnose? Dans quelle mesure elle peut avoir une influence sur ta pratique aujourd'hui? En fait, l'hypnose a eu une influence déterminante puisque sans l'hypnose, probablement, je ne serais pas psychiatre. Quand je me suis installé comme psychiatre en 1990, donc j'étais très insatisfait de mes résultats. J'avais une formation classique, écoute, humaniste, comme on dit, médicaments, bon sens, un peu de psychanalyse à laquelle j'adhérais pas tant que ça. Et mes patients, notamment mes patients dépressifs, se sont plaints, et je les en remercie encore, de mon manque d'efficacité. Et donc, en psychiatrie, on a deux façons de faire quand un patient se plaint, où on se remet en question, où on dit que le patient est résistant. Et j'ai trouvé que c'était intenable d'adopter la deuxième attitude. Donc, je me suis remis en question. Je me suis demandé qu'est-ce que j'avais pas encore étudié. J'avais étudié quand même pas mal de choses. J'étais chef de clinique, donc avec un RAB par rapport aux études de base. Et puis, donc, j'ai entendu parler de Jacques-Antoine Malarévis qui venait à Nantes faire des formations à l'hypnose. Et je me suis dit, bah, je vais essayer ça. Mon agrégé universitaire m'a dit que c'était sérieux. Et j'ai attendu un an et demi d'avoir une place. Et j'ai fait cette première formation. Donc, ça m'a beaucoup intéressé, mais j'ai eu l'impression que je ne pourrais jamais faire comme il faisait. J'ai quand même tenté une deuxième fois avant d'arrêter la psychiatrie. Donc, j'ai rencontré Michel Kerouac, qui est un thérapeute québécois, et qui m'a communiqué le sentiment d'être capable d'y arriver. Waouh! Et donc, depuis, je fais de l'hypnose, c'est central dans ma pratique. Vraiment, c'est pour ça que vraiment l'hypnose m'a permis d'être psychiatre et me le permet toujours, quoi. J'ai l'impression, à t'entendre, merci beaucoup pour ça, c'est déjà hyper inspirant. Euh, Est-ce que tu peux nous faire le distinguo? J'ai l'impression que la pratique des psychiatres, enfin, parce que tu es psychiatre et psychothérapeute, et j'ai l'impression que dans ce que tu nous décris, mais peut-être que moi je suis pas médecin, je ne connais pas ces enjeux-là, que tu nous parles pas mal de psychothérapie, peut-être par une opposition qui est peut-être une projection de ma part par rapport à la pratique de la psychiatrie. J'ai l'impression qu'une des grandes difficultés du système de soins aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins, que vous n'avez pas assez de temps pour vous former de manière extensive à l'hypnose, en l'occurrence, sauf à mettre un investissement personnel important, et du temps pour recevoir vos patients, pour faire des séances d'hypnose. J'ai l'impression que souvent, les séances avec un psychiatre, c'est un quart d'heure, une demi-heure, si on a de la chance. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'hypnose sur des séances aussi courtes. Est-ce que tu peux nous éclairer, toi, à la fois ta vision, puis ton positionnement sur ces enjeux-là? Alors, tu en mentionnes pas mal d'enjeux. Euh, la première réponse que j'ai envie de faire, c'est que donc moi j'ai connu les années 70 hein, en tant qu'adolescent, qui était une époque d'enthousiasme pour les médicaments. On Ah venait oui, de trouver les tranquillisants, les antidépresseurs, les neuroleptiques. Et je me rappellerai toujours la couverture de Paris Match à laquelle mes grands-parents étaient abonnés, qui disait on a trouvé la pilule du bonheur. Globalement, quand j'ai commencé à pratiquer la médecine médicamenteuse, j'ai vécu des cruelles désillusions. Enfin, elles ont été cruelles surtout pour les patients, mais de la déception, de la désillusion. Je ne dirais pas que j'ai hésité à continuer à être psychiatre, sinon on va me prendre pour un maniaque de l'abandon de la psychiatrie.
mais comment dire, je me suis dit, voilà, aider les gens, ça passe pas que par les médicaments, loin de là, et ça passe pas principalement par les médicaments, puisque moi, je n'étais pas fasciné par la maladie mentale. En fait, hein, il y a des psychiatres qui sont très intéressés et éventuellement fascinés par la schizophrénie ou par les troubles biologiques de l'humeur, donc des maladies qui se soignent quand même beaucoup par les médicaments. Et moi, je ne connaissais pas Erickson à l'époque, mais j'avais déjà quand même envie d'apporter un peu ce que Milton Erickson appelait de la joie aux gens. Hmm. Et donc, voilà, j'avais aussi fait un stage à Fernand Vidal à Paris, dans un hôpital spécialisé en toxicomanie, où j'avais découvert aussi les pièges des médicaments. J'ai fait ma thèse de psychiatre sur les dépendances aux benzodiazépines, aux tranquillisants. Donc, j'étais aussi très intéressé par la dictologie et les pièges avec les médicaments, les inconvénients des médicaments. Donc voilà, en gros, quand j'ai commencé ma pratique de psychiatre, j'étais déjà sur un peu des rails de ce que je ne savais pas encore qualifier d'activer les ressources des patients, mais quand même de les aider avec d'autres moyens que les médicaments qui donc se sont révélés pour moi très insuffisants, voire risqués. Hmm. Excellent, et ça veut dire que dans ta pratique, peut-être de manière très concrète et pragmatique, tu peux nous parler un peu de tes séances. Ça ressemble plus à des séances telles qu'un hypnothérapeute pourrait être amené à faire, ou plus des séances type, à nouveau, quand je fais ce distinguo, psychiatre, hypnothérapeute. Alors, quand je reçois un nouveau patient, je suis médecin, je suis psychiatre et j'élimine une pathologie qui se traiterait par les médicaments. C'est assez rare parce que je suis quand même maintenant plutôt connu et mon centre aussi, qui s'appelle Centre de thérapie intégrative. Donc, les patients et ma secrétaire y veillent, qui viennent me voir, savent que on est orienté psychothérapie, hypnose et qu'on ne fait pas d'ordonnance. Donc, également, nous sommes deux psychiatres, on ne fait pas d'ordonnance pour ne pas semer la confusion. Excellent, ok, d'accord. Euh, voilà. Et à partir de là, effectivement, on a une pratique non médicamenteuse, clairement annoncée sur notre site Internet également. Voilà. Euh, je ne sais pas si ça répond à ta question. Excellent, tu as fait le choix d'afficher et d'adopter une pratique non médicamenteuse pour éviter une confusion des genres, entre guillemets, en tout cas pour te positionner. Et j'ai l'impression, à t'entendre, tu sais, on dit qu'un des enjeux de la psychanalyse, c'était, je trouve que l'intention était belle, d'essayer d'être non interventionniste, de ne pas faire de suggestions, de laisser tout l'espace au client, au patient, si jamais on est médecin, évidemment. Et en même temps, on ne peut pas ne pas influencer ou ne pas suggérer. Et ce que tu nous dis, c'est que quelque part, tu utilises ça à ta manière, puisque tes patients sont déjà conditionnés, ils savent un peu ta manière de travailler, c'est affiché clairement, et donc il y a probablement une espèce voilà, de filtre des gens qui viennent te voir et de leurs attentes par rapport à ce que tu fais. Alors, pour compléter par rapport à l'arrêt de mon activité de prescripteur médicamenteux, il y a le fait que enfin, j'ai toujours été impliqué dans le traitement de la dépression et quand, au bout de trois quarts d'heure, j'avais travaillé avec un patient et avec l'hypnose, hein, donc, et qu'il me disait, docteur Servilla, il n'y aurait pas une nouvelle molécule qui serait sortie, je n'ai plus supporté à un moment donné cette attente, Hmm. cette aliénation des patients sur le médicament qui les distrait de la recherche de solutions. Et pour moi, c'était trop. J'étais peut-être un peu jeune à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, je supporterais, mais j'ai craqué. J'ai arrêté d'être chimiothérapeute et j'ai arrêté de me former à la pharmacologie, qui est quand même une nécessité quand on prescrit des médicaments. Donc, et il y avait tellement de choses qui se créaient dans les années 90 en termes d'hypnothérapie et de thérapie brève aussi, comme on dit, qu'il y avait déjà, je n'avais déjà pas le temps de me former à tout dans ce domaine. Donc, les médicaments, en plus, c'était ingérable. Enfin, voilà, je voulais juste compléter ça avant de répondre à la question que tu viens de rajouter, que j'ai un peu oublié du coup. Euh, ça va revenir. Euh,
Mais ouais, c'est important de préciser ça parce que je pense que l'époque évolue. En ce moment, il y a tout un mouvement universitaire en psychiatrie pour démédicamentiser les patients, déprescrire. Hein, donc, notamment un professeur Bernat, je crois, qui est à Strasbourg, qui fait partie de ce mouvement pour démédicamenter la psychiatrie, au moins partiellement. On utilise, ça y est, ça me revient maintenant, on utilise beaucoup l'effet placebo quand on prescrit des médicaments. On utilise la suggestion, prenez tel médicament et vous irez mieux. Donc là-dessus, j'avais aussi, pour ma thèse, étudié l'effet placebo, qui me paraissait fascinant, mais euh, qui était passé de mode, je dirais. L'effet placebo, c'est fini, ça a été même condamné par l'assurance maladie, hein, qui a voulu retirer tous les médicaments qu'on utilisait comme des placebos. Donc, moi, j'aime bien la clarté. Donc, plutôt que de dire aux personnes, prenez tel médicament, ça va vous faire du bien, si je vois une autre attitude soignante plus efficace, je la pratique et c'est la déontologie médicale qui m'y force. On est à proposer le meilleur traitement aux patients. C'est la déontologie médicale de base. Donc c'est pour ça aussi voilà, que je fais depuis une bonne dizaine d'années, peut-être un peu plus maintenant, que de l'hypnothérapie dans ma pratique. Excellent, merci, c'est très, très clair. Ma question qui n'était pas forcément, je sais pas, la plus intéressante ou la plus pertinente, c'était comment ton affichage et ta communication, ta posture conditionnent, entre guillemets, ou trient les gens qui viennent te voir. Je pense que parfois, si tu as écouté, ou pour les gens qui ont écouté les premières interviews, ça ressemble un peu à ma manière de questionner. Ça peut être un peu en arborescence, et voilà. Donc, je te laisserai le soin de rebondir comme ça te vient sur mes propositions. Hum, Euh, Ça m'a évoqué une idée, et je suis ravi qu'on puisse justement aussi se laisser un peu aller avec le flow de l'improvisation. Euh, le, cette pilule magique qui est un rêve d'une certaine manière parce que ça déresponsabilise, c'est-à-dire je prends quelque chose et ça me change sans effort. Quelque part, ça peut être aussi une posture que les gens viennent retrouver dans l'hypnose et dans l'hypnothérapie. Euh, et peut-être que parfois ça peut être utile de surfer sur cette croyance et, si ce n'est de l'alimenter, en tout cas de l'utiliser, parce que ça peut permettre parfois des changements rapides. Et en même temps, à t'entendre, j'imagine, en tout cas je projette sur toi, tu me détromperas si c'est pas le cas, une vigilance à ce que justement les personnes, tes patients, aillent trouver en eux-mêmes les ressources et que l'accompagnement thérapeutique et que ça passe par un tiers, notamment l'hypnotisation, puisse être comme peut-être une béquille temporaire pour que la personne développe l'accès à ses ressources et à ses compétences. Bon. À nouveau, c'est une question avec une réponse dedans. hum. Je te laisse Non, élaborer un peu mais dessus. oui, oui, tout à fait. Donc, quand je vois un patient, donc j'essaye de construire avec lui ce qu'on appelle un objectif travaillable, tel que je l'ai exposé dans mon dernier livre. Et effectivement, c'est pas toujours faisable, mais quand on y arrive, ça va rendre efficace particulièrement l'approche thérapeutique quand on a un objectif limité, si possible atteignable dans les 15 jours, 3 semaines. Enfin voilà, Euh, j'essaye au maximum. Pour autant, je dis de plus en plus aussi à mes étudiants que je fais de la magie. Je crois qu'il faut l'assumer. L'hypnose, c'est de la magie, ça repose sur la créativité, donc la pensée magique. Et si on est sur des objectifs, je dirais, atteignables, euh, il n'y a pas de souci à faire de la magie. Vraiment, je crois qu'un bon magicien, c'est utile. Ce sont les mauvais magiciens qui sont polluants et toxiques. Mais les bons, notre planète en a besoin, je pense, et la psychiatrie aussi. Alors, on va probablement être dans des références importantes entre un bon magicien et un mauvais magicien, si tu pourras nous éclairer. Euh,
Ça m'a fait un peu bugger l'expression que tu as utilisée, la pensée magique. J'ai l'impression que il peut y avoir peut-être plusieurs définitions. Ouais. Une un peu négative, c'est-à-dire prendre des vessies pour des lanternes ou se nourrir d'illusions et du Bien coup avoir sûr. une pensée illusoire. T'entendant, je peux pas croire que c'est ce dont tu parles. Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est que pour toi la pensée magique positive, opérationnelle au service de nos clients ou de nos patients? Et qu'est-ce qu'un bon magicien et qu'est-ce qui différencie un bon magicien d'un mauvais magicien, là? Pendant longtemps, et c'est toujours dans mes préoccupations de formateur, un des premiers acquis que j'apprends à mes étudiants, c'est de refuser des demandes d'hypnose qui ne sont pas travaillables. Vraiment de dire non, là je peux pas, j'aimerais bien, je suis embêté, mais je peux pas faire ce que vous me demandez. Et effectivement, donc la question de la pensée magique, alors c'est pas forcément la pensée magique, c'est des comportements magiques. Hein, mon épouse, qui travaillait beaucoup avec les enfants, donnait des objets aux enfants qu'ils pouvaient garder avec eux. Et c'était clairement pour moi de la magie, pas en termes de pensée, en termes d'action. La magie, c'est de l'action, c'est pas de la pensée, je pense, en fait. Je me suis mal exprimé. Si on précise les choses, en tout cas, c'est excellent. Est-ce que tu peux nous donner, alors à nouveau, ça va peut-être dépendre des casquettes, parce qu'effectivement, un psychiatre, un infirmier, une infirmière, quelqu'un qui n'a pas de connaissances ou de formation médicale ou de soins de psychologie, auront peut-être pas les mêmes espaces de travail possibles. Euh, je crois que dans ton institut, vous formez plutôt, effectivement, voire exclusivement, des personnels des gens du monde médical. Euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets de demandes non recevables et comment est-ce que tu les accueilles ou tu formes tes stagiaires à pouvoir accueillir et rediriger, réorienter ou peut-être faire évoluer la demande de manière saine pour les patients? Ben, je vais répondre sur un sujet que je ne prétends pas connaître parfaitement, mais c'est euh, les anneaux gastriques virtuels en hypnose. Hein. Donc, je m'intéresse depuis très longtemps aux troubles des comportements alimentaires. Je suis très sensible dans mon implication à aider en manière d'anorexie, de surpoids, etc. Là, j'ai beau croire dans la pensée magique ou voilà, en ce qui me concerne, je ne sais pas faire et j'ai beaucoup de perplexité par rapport à ceux qui le font. De même que les gens qui disent qu'ils aident au sevrage tabagique en une seule séance, moi, je ne sais pas faire ça et j'ai beaucoup d'interrogations sur leur éthique, enfin voilà, sur leur sincérité. Ça se pose plutôt comme ça par rapport à ta question. Donc, sur des problématiques réputées difficiles, devant des demandes en une seule séance, c'est là où je me dis, enfin, à titre personnel, je ne peux pas dire oui à ce genre de demande. Ça me paraît malhonnête en ce qui me concerne. Je ne sais pas faire, donc malhonnête pour moi. Hein. Je ne suis pas un professeur de morale, hein, évidemment. À titre personnel et dans mon activité de formateur, je propose plutôt aux étudiants que pour arrêter de fumer, il faut quand même au moins 3 séances de 2 heures. Et puis pour donc le surpoids, enfin voilà, euh, il y a un livre qui a été publié il y a quelques années qui demandait préalablement aux personnes en surpoids d'abord de s'aimer elles-mêmes avant de commencer l'hypnothérapie. Ça me paraissait vraiment un bon cadre. Il y a une exigence pour arriver à avoir des résultats. Il y a la notion d'effort. Erickson parlait de hard work pour l'hypnose. Euh, Globalement, c'est plutôt ma vision de l'hypnose, un dur travail. Hmm. Et donc, on est à l'inverse, effectivement, pour le coup, du coup de baguette magique. Euh, c'est vrai que ça me titille. Je suis plutôt, comment dire, aligné avec ce que tu proposes et j'essaye d'avoir une forme de vigilance parce que qui est-on, a fortiori pour des gens qui n'ont pas ta formation et ton expérience, mais je crois que même pour des gens qui auraient toutes les expériences et toutes les formations du monde, qui est-on pour savoir
exactement ce dont les gens sont capables. Et c'est vrai que dans la formation initiale ou les formations que j'avais suivies, on nous encourageait plutôt à désamorcer cette idée de coup de baguette magique, en tout cas d'outils magiques. Et plus j'avance dans ma pratique et en tant que formateur aussi, et on va y venir hein, sur ces enjeux de formation de personnes qui sont en reconversion, qui ne sont pas du domaine de la psychologie ou de la médecine, je pense que c'est important qu'on puisse d'ailleurs en parler. Je suis curieux de ton avis. Euh, euh, Comment est-ce qu'on peut ne pas limiter nos patients ou nos clients, ne pas leur Oui, imposer quelque chose de plus long si la personne est capable de le faire en une séance? Peut-être que c'est dommage de lui en imposer trois. Après, j'ai fait une excellente interview avec Anthony Jacquin qui propose maintenant lui 4 séances en expliquant, et c'est un peu aussi ma posture, que on n'est pas à l'abri que la personne fasse des miracles ou qu'en tout cas il y ait des changements oui. très importants, très rapides, et que après, bah, s'il y a 3 séances ou 2 séances de RAB pour renforcer les changements et s'entraîner à l'auto-hypnose, je veux dire, c'est pas perdu, quoi. Et donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a une finesse peut-être à trouver à cet endroit-là pour ne pas limiter nos clients et en même temps ne pas survendre et ne pas s'engager dans des promesses pour le coup magiques et qui seraient source d'illusions et certainement de souffrance parce que, excuse-moi, je fais une intervention un peu longue, mais dans le podcast qu'on a fait avec Antoine Garnier, qui était très inspirant aussi, et il disait parfois en hypnose, les gens sont capables de simuler des changements de manière très réaliste, comme dans un rêve. Et donc, même sur le tabac, les gens ils peuvent avoir l'impression en une séance, parfois, de s'en libérer de manière vraiment très profonde et ils ont l'impression d'avoir jamais fumé, etc. Ça peut être suffisant et le système peut se réorganiser, mais ça peut être un peu factice et soit qu'il y ait un retour ensuite, soit qu'il y ait des déplacements de symptômes pour utiliser ce terme-là. Donc, Je te rejoins complètement. Mon surnom auprès de mes collègues, ça a été longtemps TEP, donc tout est possible. Et effectivement, donc il y a toujours la possibilité, et moi je garde l'enseignement d'Insoo Kimberg, qui n'était pas une hypnothérapeute, mais qui était une grande thérapeute aussi, qui disait jusqu'à preuve du contraire, tout est possible. Il y a juste le ressenti. Moi, je travaille évidemment beaucoup avec mon ressenti et qu'avec certains patients, j'ai vraiment du mal à croire, vraiment, si j'écoute mon corps, qu'ils vont pouvoir résoudre un problème hyper rapidement si je ressens vraiment quelque chose de compliqué. Mais je ne vais pas jusqu'à interdire l'espoir. Au contraire, l'espoir fait vivre. Donc, sûrement pas casser l'espoir des patients, c'est loin d'être ma préoccupation, surtout pas. L'espoir, mais en même temps écouter le corps. Vraiment, il faut aussi que mon corps soit d'accord pour pouvoir espérer et adhérer à des projets thérapeutiques. Mais voilà, un patient qui saurait me dire qu'il a besoin que d'une seule séance. Moi, j'aime bien les thérapies en une seule séance. C'est vraiment un cadre intéressant qui n'est pas d'ailleurs assez connu en France ni enseigné, mais qui existe. Il y a des bouquins là-dessus aux États-Unis, hein. Donc, ouais, ah bah écoute, thérapie en une seule séance, mais peut-être pas pour les problèmes complexes de dépendance, quand même, c'est quand même, pour moi, parmi les problèmes les plus compliqués à soigner, hein, les problèmes de dépendance, en général, souvent. C'est dur d'arrêter de fumer. Moi j'ai essayé d'arrêter 24 fois avant que la 25e, ça marche. félicitations. Et c'est vrai Ah, que, je sais plus qui disait, chaque tentative nous rapproche du but. Donc c'est ouais, effectivement avoir une forme de tendresse voilà, on est dans une complexité parce que probablement que même des gens avec des dépendances très fortes à des produits ou des comportements, un choc de vie ou une réorganisation profonde, une expérience spirituelle, métaphysique, bien peuvent sûr. arriver à faire des changements importants. Et à nouveau, on va être dans cette, je pense, une finesse qui est pas évidente à saisir, faire rêver sans vendre du rêve et effectivement être dans du raisonnable, dans de l'ambitieux et du raisonnable. Je pense à une cliente avec qui je travaille en ce moment et quand tu sais, dans mon cadre, au début, je présente justement cette idée que bah, parfois les gens font tout en une séance. Et parfois, il faut plus de temps et que c'est raisonnable et que c'est acceptable. Mais j'ai pas réussi à lui dire ça. Parce que quand j'ai dit ça, elle a explosé en pleurs.
la personne, c'est une personne Mm. qui a été traumatisée avec des choses très très complexes. Ça fait 35 ans qu'elle se débat avec des TOC, notamment, 5 ans que ça s'est aggravé. Le fait même Non, d'évoquer que ça puisse se solutionner en une séance était inaudible pour elle, quoi. Donc, c'est délicat tout ça, hein. J'utilise beaucoup la question miracle, hein, oui. donc ça veut dire en théorie, des miracles sont possibles. Il faut être fermé à rien. Il faut être juste, par rapport à l'expérience qu'on a de l'hypnose, d'être honnête et vrai, euh, quitte à, quitte à se tromper, hein. Moi, je peux éventuellement trouver que certaines situations sont très difficiles alors qu'elles ne sont peut-être pas forcément, mais parce que moi, je n'ai pas eu des bons résultats avec tel type de situation. En tout cas, plutôt que de dire ça ne peut pas marcher, je dis je ne sais pas bien faire à ce moment-là. C'est plus correct pour moi de dire ça quand je n'y crois pas. Si c'est ça qui Hmm. vous amène, venir juste une fois ou deux pour quelque chose que moi je ne sens pas, donc moi je ne sais pas faire, je suis désolé, je ne le sens pas. Et je dois tenir compte de ce que je sens en hypnose. Moi je travaille avec le ressenti. Voilà, Et c'est complexe. Et c'est un des buts de ces entretiens que je mène, c'est d'arriver justement à me nourrir des expériences des personnes que j'interviewe pour essayer de construire des points de repère dans cette complexité pour que voilà, on puisse avoir une pratique la plus efficace, la plus satisfaisante. J'ai l'impression que tu as répondu un peu en filigrane sur le timing des séances. Tu as parlé de 3 séances de 2 heures. Le timing de 2 heures, c'est ce que tu pratiques, c'est ce que tu recommandes. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Oh, je ne fais pas de séance de 2 heures avec des enfants, les pauvres, ils craqueraient complètement, hein. Même les ados, enfin certains ados. Non, je fais du sur-mesure, comme disait Erickson, j'essaye de faire du sur-mesure. Je suis dans le standard un peu international de 45 minutes pour une séance, Ok. mais je peux augmenter si je vois un couple, si je vois des personnes ayant des problèmes de dépendance. C'est, c'est- c'est la question des habitudes, hein, qui revient actuellement. S'il y a des habitudes très solidement construites, il ne faut pas se leurrer. Les automatismes, c'est une réalité. Donc, changer un patient, enfin l'aider à changer ses automatismes, ses habitudes, si elles sont très fortes et très puissantes, c'est là-dessus que j'évalue. Donc, la durée aussi de la séance et voilà, il y a des patients aussi qui mettent du temps à rentrer en transe, donc il faut des séances plus longues également. C'est du sur-mesure. Tout cela, globalement, je m'adapte avec un référentiel de 45 minutes de base, mais qui peut être beaucoup plus long ou plus court. Alors, euh, si tu me permets, je tisse un peu ce fil très pratico-pratique, mais je crois que c'est aussi intéressant. Et puis, j'aime bien, ça peut donner du volume aussi à cet entretien, d'être sur des choses parfois un peu conceptuelles, même philosophiques, et puis des choses très, très bassement pragmatiques, je dirais. Ah, Euh, bon, ouais, non, ouais, allons-y, pragmatique, allons-y. pas bassement, pragmatique, pas de Ah, jugement de valeur sur le pragmatique. Comment tu l'organises? Parce que ça veut dire que tu prends des créneaux de 2 heures pour avoir de la place. J'imagine que les clients, c'est pas mal s'ils ont une forme de possibilité de s'organiser. C'est pas la même chose si tu viens pour 45 minutes ou pour 2 heures. Et oui. euh, allez, je te livre un peu mes questions en grappe et puis je fais confiance à ton intelligence pour s'en saisir. Euh, c'est vrai que dans mon expérience, 45 minutes, bon, effectivement, les enfants, en général, le temps de concentration et puis la capacité à accéder à l'imaginaire fait que ça peut être plus rapide. Euh, Effectivement, il y a des gens qui parfois ont besoin de temps pour pouvoir développer de l'hypnose. Parfois, il y a besoin de temps un petit peu. Alors moi, j'essaie de faire des entretiens préalables assez courts pour pas m'improviser psychothérapeute et plus essayer de saisir là où il y a de l'émotion. Euh, voilà, donc comment tu t'organises pour, de manière très concrète aussi, pour ton agenda et l'agenda de tes clients pour pouvoir faire ce sur-mesure. Et puis il y a aussi des enjeux économiques, c'est-à-dire que 45 minutes, c'est pas la même chose que 2 heures. Comment tu fais ça? Oui, oui. Mais comme je te disais, donc ma base, c'est quand même 45 minutes. Et puis, la première fois que je vois un patient, je lui dis, peut-être que vous aurez besoin de séances plus longues. Si c'est le cas, on verra. Mais je pars de 45 minutes. Le standard, quand même,
assez mondial en termes d'hypnose, enfin en termes de thérapie même, au-delà de l'hypnose. Mais voilà, j'augmente, mais c'est le patient qui va faire le choix aussi. Euh, je rejoins un peu mon bouquin aussi sur le fait que c'est le patient qui fait les choix. C'est ça, celui-là, exactement. J'ai appris, grâce à des gens géniaux comme Insoo Kimberg et Steve de Chaser, que qu'on pouvait ne pas faire de choix à la place de nos patients, que ça marchait pas plus mal, voire mieux. Et donc, moi, c'est comme les médicaments. Moi j'ai beaucoup pratiqué. Vous devez baisser vos anxiolytiques. Ça ne marche pas tellement. Donc, je donne de l'info et c'est le patient qui choisit. Ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux, y compris sur des questions comme la durée d'une séance. Euh, c'est du sur-mesure à partir de la première séance qui est basée sur 45 minutes. Mais après, on adapte. Excellent, ça veut dire que voilà, si tu fais ta première séance, 45 minutes, et tu te rends compte que la personne a peut-être beaucoup parlé, ou qu'il y a des enjeux complexes, ou que elle a pas réussi à développer un état d'hypnose aussi satisfaisant qu'on peut l'imaginer, alors tu proposeras voilà, de dire, voilà, ça c'était une séance calibrée, selon votre feeling, si on est amené à se revoir, est-ce que ce serait aidant pour vous si on fait une séance plus longue? C'est ce genre de choses que tu peux nommer? Oui, c'est ça. Puis ça dépend aussi si le patient il fait 200 kilomètres pour venir, il peut être demandeur d'une séance plus longue. Enfin, c'est du cas par cas, mais effectivement, c'est personnalisé et j'essaye de m'adapter au mieux aux besoins de mes patients. Et c'est ça qui me plaît. J'ai horreur de la routine. Donc, c'est ça que j'aime bien dans mon boulot, c'est que c'est jamais pareil et qu'il n'y a rien d'évident, il n'y a rien enfin, de présupposé si, mais enfin, il y a une ouverture avec chaque patient, quoi, dans la mesure de mon possible. Il y a des choses que je ne peux pas changer non plus, hein, mais bon, la durée, moi j'aime bien que le temps soit plutôt un serviteur qu'un maître. Excellent et à nouveau très pragmatique en termes économiques. Si tu fais une séance de 2 heures, ça équivaut à presque ces 3 séances de 45 minutes, j'exagère, mais on n'est pas loin. Tu vas facturer le même tarif, tu modifies ton tarif, peut-être même qu'il y a des enjeux légaux, en tout cas juridiques, de tarification. Voilà, excuse-moi de mettre des Alors pieds dans le non, droit. mais par rapport à ça, donc les séances de 2 heures, c'est surtout par rapport au tabac. Ok, Et donc, j'ai appris auprès de Roxana Erickson donc ce design, ce format-là, 3 séances de 2 heures. Et donc, voilà, euh, je ne gagne pas beaucoup ma vie avec ça, puisque donc c'est 300 euros les 6 heures. Hein. Euh, oui. mais comme dit Roxana, c'est pas grave, j'aime bien faire ça. Et puis, c'est un service rendu. Donc, dès que ça commence à se savoir qu'on arrive à aider les personnes à ne plus fumer, c'est aussi une bonne communication hein, pour un thérapeute. Euh, voilà, je m'y retrouve. Et puis moi, je suis un peu en fin de carrière, quoi. Donc, voilà, j'ai 62 ans. Euh, il y a des trucs qui payent, il y a des trucs qui payent pas dans la vie. Bon, c'est voilà. Euh, J'essaie d'avoir suffisamment pour subvenir à mes besoins et c'est le cas. Donc, euh, et si jamais j'avais des demandes massives de tabaco toute la semaine, bon, je pense que même déjà par goût de la diversité, je mettrais des filtres et je réadresserais à des étudiants ou à des collègues. Euh, enfin, voilà comment je vois les choses, quoi. Euh, je pense que, pour le dire autrement, si on veut gagner beaucoup d'argent, il ne faut pas faire d'hypnose. C'est pas un bon plan. Voilà, c'est pas un métier où voilà, il y a mieux pour gagner beaucoup de sous, il y a mieux comme métier que l'hypnothérapie. On peut bien vivre, on peut même éventuellement être riche. Il y en a qui arrivent à être riches. Hein. Moi, je suis pas forcément très doué non plus voilà, c'est ça, pour rentabiliser la machine. C'est pas mon talent numéro un. Donc, je m'y retrouve, ça me va. Bon, c'est ça qui compte. Ouais. Pour moi, Excellent. c'est ça qui compte. Ouais. Merci. Et bon, là, après, ça résonne aussi avec des valeurs humaines, humanistes, bon,
qui me laisse pas insensible dans un monde qui est quand même souvent très business et rentabilité. Effectivement, il faut arriver à prendre soin de ses équilibres pour être en sécurité et être satisfait. Et en même temps, euh, tu l'as dit, si on peut apporter un peu de joie, et puis voilà, il y a des enjeux économiques importants aussi, je pense, pour la société en général. J'ai aussi l'impression que le soin, l'accompagnement mental ou émotionnel, si ça pouvait ne pas être un luxe réservé aux gens Ah, qui en ont les moyens, ce serait probablement ah. une bonne chose aussi. Donc voilà, je suis Ça me touché par ce que tu rappelle, dis. ce que tu dis me rappelle une conférence aux États-Unis où j'avais eu la chance de voir Chloé Madanesque, une grande thérapeute aujourd'hui décédée, et qui avait une standing ovation parce qu'elle avait fait une conférence sur le droit à la psychothérapie, le droit comme un droit de l'homme. Hein. Donc, Hmm. elle disait ça devrait faire partie des droits de l'homme, le droit à la psychothérapie. On en est très loin, malheureusement. La psychothérapie et l'hypnose n'est pas un droit. Euh, la santé n'est évidemment pas un droit non plus. Donc, c'est vrai qu'il faut garder les pieds sur terre. Moi, j'ai dû me déconventionner il y a une dizaine d'années pour continuer à faire de l'hypnose, donc, pour arrêter d'être en colère contre le système de l'assurance maladie. Et je le regrette, enfin, je le regrette pas pour moi. Moi, ça m'a permis de faire encore de l'hypnose, de ne plus être conventionné. Mais donc voilà, j'essaye de moduler mes tarifs selon comme Ericsson faisait. Donc, faire payer les gens aisés pour les gens moins aisés. Je fais de mon mieux, mais voilà, je ne suis pas forcément. Il y a des gens qui ne viennent pas me voir parce que je ne suis pas conventionné et malheureusement, bon, je ne suis pas responsable de tous les dysfonctionnements de notre planète non plus, quoi. Bon, Donc, non, ah, ça, c'est Thierry! mon prof de psychiatrie m'avait dit, Servilla, vous s'ouvrez pas toute la planète. Il m'a pas dit beaucoup de choses, mais quelques trucs comme ça qui m'ont beaucoup aidé. Tu me fais avoir un écho avec, j'ai un collègue suisse, je ne sais pas s'il pratique encore parce qu'il est très créatif et entrepreneur, Jean Rossi, et qui s'était fait certifier par un organisme qui justement permet d'avoir un remboursement. Et il avait constaté qu'il y avait un paradoxe, c'est que les gens qui venaient en étant remboursés, alors après, il faut voir, c'est pas une étude scientifique non plus, mais c'était son ressenti, étaient des clients qui étaient moins engagés, peut-être du fait qu'ils venaient consommer un service gratuit. Je dis ça, je sais pas trop où on va, puis j'ai pas forcément envie qu'on prenne trop de temps dessus. Évidemment, l'enjeu financier peut être un levier d'engagement et de motivation. J'ai la Oui, conviction aussi qu'il y en a beaucoup d'autres et que quand les gens bien sont en sûr. souffrance, voilà, même si c'est Oui, gratuit, oui. ils peuvent se saisir d'une séance très très bien, quoi. Ah oui, oui, là, je peux vraiment t'attester que la théorie freudienne, il faut payer pour s'engager, bon, comporte tellement d'exceptions que c'est même plus à dire, quoi. La motivation ne réside pas sur l'engagement financier, loin de là. Heureusement que c'est plus subtil et on connaît maintenant la psychologie de la motivation. Hein. Elle réside sur le plaisir. Je me motive parce que je sais que si je fais quelque chose, j'aurai une meilleure vie après. Et donc ce plaisir anticipé va créer ma motivation. On sait maintenant que la motivation ne réside pas sur le fait de dépenser des sous. Il y a beaucoup de gens prêts à payer beaucoup, mais sans du tout s'impliquer, juste pour faire plaisir à leur conjoint ou à d'autres. Et il ne faut pas tomber dans ce piège-là si on veut vraiment faire de l'hypnose active. Hein. Donc, bien sûr, oui, oui, c'est plus subtil que ça, la motivation, heureusement. Hein. L'inverse, d'ailleurs, enfin l'inverse du bon sens qui pourrait paraître évident a été démontré en économie. Le fait de recevoir plus de sous pour une tâche est motivant tant que la tâche est répétitive. Donc c'est vraiment pour des métiers un peu type ouvrier, etc. Si on augmente le salaire, ça augmente la motivation, mais ça crée les phénomènes inverses sur toutes les tâches plus intellectuelles ou plus créatives. Donc effectivement, il y a des petites contradictions, pas des contradictions, des paradoxes en tout cas à cet endroit-là. Euh,
Tu as nommé au début, et ça va faire une transition, je suis content parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore trop fait. J'ai dit que j'allais t'interviewer et il y a Romain Levasseur qui nous a posé une question. Alors du coup, tu as évoqué au début de l'interview le fait que tu étais un peu frustré de l'efficacité que tu avais en tant que, ou déçu en tout cas, en tant que psychiatre quand tu n'avais pas encore l'hypnose. Et il a posé les questions suivantes, donc je te les livre et puis tu me dis un peu ce que tu en retires. Euh, il pose la question suivante, qu'est-ce qu'un échec thérapeutique? Comment savoir si ce que l'on fait fonctionne? Et quel est ton plus gros échec? Et qu'est-ce que tu en as appris? Ce que j'interprète, c'est, après tu me diras toi ce que tu en interprètes, c'est même quand on a l'impression que la séance d'hypnose et la suggestion fait mouche, on n'est pas à l'abri que ce soit une coïncidence et qu'il y ait d'autres facteurs dans la vie de la personne qui aient concouru au changement. Et voilà, j'imagine que c'est ce qu'il avait un peu en tête. Et donc voilà, ici, comment peut-on savoir si c'est une question de point de vue ou non quand une solution fonctionne? Alors, je reste, moi je fragmente un peu, je suis ericksonien, donc déjà, qu'est-ce qu'un échec thérapeutique? Déjà, c'est une question suffisamment riche hein, pour essayer d'y répondre correctement. Euh, à la fois, on peut dire qu'il n'y a pas d'échec thérapeutique d'une certaine manière parce que le patient aura fait quelque chose. Erickson disait la thérapie ou l'hypnose, c'est faire au patient quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire et qu'il va accepter de faire. Donc, dans un sens très large, si le patient fait quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, il va apprendre des choses, bon, pas forcément en rapport avec son objectif, c'est vrai, ce qui m'amène à faire le lien avec l'objectif. Dans certains cas, il y a un objectif très précis que je prends et je m'engage et je dis au patient, si je fais correctement mon travail, on devrait pouvoir y arriver. Et effectivement, dans ce cas-là, si on n'y arrive pas, il faut quand même appeler ça un échec thérapeutique. Donc, quand même. Hein. Donc, voilà, selon les cas, on peut éviter la notion d'échec ou on ne doit pas l'éviter. Elle est flagrante et on doit la reconnaître aussi, y compris pour se questionner à ce moment-là en tant que thérapeute. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai pas fait comme il fallait, quoi. Je résonne avec ce que tu dis. J'ai une cliente qui est venue pour une phobie de l'avion et elle avait des gros mécanismes d'auto-sabotage, mais vraiment assez identitaires. Et donc j'ai eu du mal à l'aider à rentrer en hypnose parce que dès qu'il y avait un début d'hypnose, elle arrêtait ce qui se passait. Et donc on a fait 2 séances. Après, elle a pris l'avion. Ça s'est pas vraiment amélioré, elle l'a pris plutôt en souffrant et c'était pas intéressant. Et du coup, je lui ai offert une troisième séance pour explorer, pour analyser ce qui s'était passé, puis pour voir si elle pouvait aller plus loin dans l'hypnose. Puis la troisième séance, elle n'était pas contente, et puis j'ai senti, non, mais en fait, j'ai pas envie de venir, etc. Je dis, bah, ok, désolé presque de vous avoir forcé la main en vous offrant la troisième séance. Et puis j'ai nommé parce c'était devenu un langage commun. Euh, C'était elle qui avait nommé ce truc d'auto-sabotage. Je dis, bon, ben voilà, je suis un peu embêté parce que j'ai l'impression de ne pas avoir bien réussi à vous aider. En même temps, ces mécanismes d'auto-sabotage, ben, ça peut expliquer le fait qu'on n'ait pas réussi à bien travailler. Et elle me dit, non, non, mais ça. C'est parti un peu dans sa vie. En tout cas, elle était moins sujette à ça dans sa vie. Et j'ai l'impression que du coup, j'ai pas réussi à l'aider sur son objectif d'affichage. Par contre, en challengeant, parce que sur la deuxième séance, je m'étais un peu battu avec ça, dans le sens où bah, je l'avais un peu challengé. Et bon, l'impression que ça faisait un certain temps qu'elle était en psychanalyse et que en 2 séances, ça avait l'air d'avoir fait bouger à cet endroit-là. Cet exemple pour dire qu'effectivement, c'est difficile de mesurer l'impact qu'on a et où est-ce que ça se joue. Et on va pas, là où je trouve que c'est très juste ce que tu dis, c'est que tu commences avec une acception assez large de l'action thérapeutique, à savoir, voilà, le simple fait de faire quelque chose de différent, c'est déjà de nature à changer et on n'est pas à l'abri que même un échec avec nous ne soit pas une étape sur le chemin de la vie des gens. Et en même temps, on peut difficilement se cacher derrière son petit doigt. Si on pense comme ça, c'est difficile de se remettre en cause et d'analyser effectivement ce que nous, on peut améliorer en tant que Oui, praticien pour être vraiment les plus efficaces possibles, en sachant qu'il y a des impondérables, il y a la part du client, il y a des choses qui nous dépassent aussi, quoi. mais je trouve que ton exemple est très intéressant parce que, donc, comment dire, quelqu'un qui fait une psychanalyse et je sais que des psychanalyses peuvent être très actives, hein, mais pas toujours.
Et ça peut aussi être vraiment, comme disait François Roustan, juste parler, et parler ne change jamais rien. Enfin, je le cite, hein, je lui laisse la responsabilité de ses propos, mais donc cette patiente qui peut-être n'a pas atteint ses objectifs, mais elle est venue te voir plusieurs fois dans un autre cadre, quand même beaucoup plus actif, tu parles de challenge, et on peut penser qu'elle en a retiré quelque chose quand même, même si ce n'est pas son objectif. C'est là que c'est compliqué. C'est que par rapport à l'échec, donc si on est fixé sur un objectif, vraiment, on peut parler d'échec, mais on sait bien aussi que les patients ou nous-mêmes, nous, les thérapeutes, à titre privé, on peut avoir du mal à fixer nos objectifs aussi. C'est compliqué de fixer des objectifs. On peut croire qu'il faut changer telle chose pour aller mieux, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est là que cette complexité arrive, qui fait que dans certains cas, si l'objectif n'a pas été atteint, c'est peut-être pas grave, c'est peut-être très bien d'ailleurs. Et puis dans d'autres cas, on ne peut pas dire ça aux patients parce que ce n'est pas honnête, parce qu'on s'est engagé et que c'est un échec. Mm. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à donner quelques exemples ou des situations concrètes. Je pense notamment, ça peut être sur des objectifs en soi, peut-être aussi sur l'action, entre guillemets. Est-ce que parfois tu peux avoir des patients avec qui tu as du mal à les aider à installer un état d'hypnose satisfaisant, par exemple? Je sais que il y a Manu Winter qui disait, voilà, moi, si la personne, elle vit pas un état d'hypnose satisfaisant, alors j'espère que je caricature pas son propos, mais je peux ne pas faire payer une séance si j'ai pas réussi à aider la personne à rentrer en hypnose. C'est vrai que ça me chafouine un peu. Je comprends, je trouve ça admirable. Après, je me dis aussi que parfois, et je veux pas me cacher dans mon petit doigt, donc je suis un peu embêté, mais parfois nous mettre en échec, ça peut être le chemin thérapeutique pour la personne, donc ne pas faire payer, ça pourrait être contradictoire. Quels exemples concrets te viennent en tête et comment tu gères les patients qui auraient des difficultés à développer un état d'hypnose satisfaisant, si tant est Alors, que ça t'arrive? en préalable, j'ai envie de préciser que depuis quand même quelques années, et en m'intéressant de plus en plus à la phénoménologie, euh, je vois l'hypnose comme la vie, en fait, comme le vivant, d'être vivant. Et donc, dans un de mes bouquins, j'ai dit que le plus souvent, j'étais en hypnose dans ma vie, en auto-hypnose, et qu'il y a des moments où il ne faut pas être en hypnose. Quand on choisit un conjoint, quand on prend des billets d'avion combinés avec des correspondances. Enfin, il y a des cas où il ne faut pas être en hypnose. Quand on signe sa déclaration d'impôt, peut-être, je ne sais pas. Donc, mais sinon, de base, pour moi, je vois la vie comme de la transe hypnotique. C'est ce que j'aime. J'aime la vie en la voyant comme ça, y compris avec mes amis, avec mes proches, de partager la transe hypnotique. C'est ce que j'aime dans la vie. Ça me rend réceptif à la beauté de la vie, d'être en hypnose. Et donc, par rapport à ta question, donc, j'ai des patients, et je m'inspire de Roustan quand je parle de ça, j'ai des patients, je n'arrive pas à les remettre dans la vie, effectivement. Et du coup, oui, ça peut m'arriver si la personne a des revenus très modestes, si vraiment je sens que je suis un peu avancé, voilà, ça peut m'arriver de ne pas faire payer. Bon, j'essaie quand même de me faire payer parce qu'on a le droit à l'échec. Hein. On a le droit, on a une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat quand on est soignant. Mais voilà, donc quand je n'arrive pas, tu parlais d'un de mes plus gros échecs, ce qui me vient, c'est une femme de 45 ans qui était célibataire. Ses deux frères étaient célibataires aussi, et elle voulait créer un couple. Et ils se retrouvaient dans leur famille tous les dimanches, tous les cinq, les trois enfants, enfin qui étaient à plus de 40 ans quand même, et leurs parents, comme si le temps s'était figé, comme si, voilà, comme si, on pourrait dire sans être jugeant, comme s'il n'y avait plus de vie quoi, dans cette famille. Mais bon, eux vivaient comme ça. Et au bout d'un certain temps, j'ai dit à ma patiente, écoutez, je, je reconnais que je n'arrive pas à vous aider. Donc,
je vais parler de votre cas en supervision. Et puis elle m'a dit, ah bah non, non, quand même, je ne suis pas grave à ce point-là. Donc, euh, vraiment, non, non, il y a quand même des choses qui vont mieux. Hein. Et puis elle m'a expliqué, voilà, que effectivement, il y avait beaucoup de choses qui allaient mieux, qu'elle m'avait jamais dites avant. Elle était dans un pattern de répétition, c'est toujours pareil, docteur. Et voilà, donc les échecs, faut toujours essayer de voir si on ne veut pas en retirer quelque chose quand même. Si on peut rien en retirer, on doit reconnaître l'incompétence. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Mais voilà comment je vois un peu les échecs. Donc des échecs, euh, j'en ai eu en 30 ans de pratique, évidemment. Heureusement, c'est par l'échec qu'on apprend aussi. C'est en voyant ce qu'on n'arrive pas à faire qu'on se pose des questions et qu'on essaye de s'améliorer. Enfin voilà, vaste sujet, l'échec. Excellent, merci pour ces éclairages. Et de toute façon, je crois que les différents sujets qu'on aborde sont assez vastes. J'ai pas l'ambition, quand en une interview d'une heure et demie, on arrive à des solutions ou des certitudes. Mais si on apporte un peu de clarté, ce sera déjà positif, je crois. Euh, J'aimerais te poser une question. Alors, je remontre ton livre, Ouais, que c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai sollicité, parce que ouais, j'aime beaucoup lire et j'ai lu beaucoup de bouquins et il est vraiment, alors je ne veux pas t'envoyer trop de fleurs et dans la flagornerie, mais il est excellent. Donc voilà, l'hypnose centrée sur les solutions, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas l'image, le compliment qui guérit, euh, très bien écrit, je trouve, avec de la finesse, de la justesse, voilà, plein de belles choses dedans. Euh, C'était une question que j'avais fait poser à Bill O'Hanlon, qui est un des grands tenants de la thérapie orientée solution, par Gilles Garnier, qui avait fait un entretien avec Bill. Euh, Quel est ton équilibre si, alors, la question est un peu projective, peut-être il y a une influence dedans, mais entre l'orientation solution et on va dire l'orientation problème. Autrement dit, j'ai l'impression d'ailleurs que dans la lignée de Steve de Chazer, etc., il y a peut-être des accompagnants, des thérapeutes qui ne font que de l'orientation solution. Savoir qu'est-ce que vous voulez, quelles sont les exceptions, question miracle, si tout était réglé, quels sont les premiers changements qui vous permettent de le savoir. J'ai l'impression que c'est une excellente posture générale, d'autant plus que nos patients pour toi, nos clients pour moi, sont souvent très focus sur leurs problèmes et que peut-être à mettre trop d'attention sur le problème, ils l'entretiennent ou ils l'amplifient. Et pour autant, euh, quand j'ai pratiqué de manière un peu exclusive ou exhaustive la thérapie orientée solution, je me suis trouvé un peu parfois bloqué, comme si il y avait besoin quand même d'accrocher sur le problème et que parfois explorer les structures du problème, à minima, permet à l'autre de se sentir entendu et parfois peut donner des clés thérapeutiques. Comment tu merci. trouves le bon équilibre entre ces deux approches? Merci pour ta question. Bien sûr, j'ai envie de parler du compliment d'abord pour te répondre. C'est-à-dire que Erickson, c'est ça qui m'a impressionné quand j'ai découvert Erickson. Il faisait, donc il ratifiait, il validait, il complimentait autant que possible. Et ça donne envie aux patients, quand on les complimente, ça leur donne envie d'aller mieux en termes de motivation. Bon, ça contredit aussi la croyance éventuelle vis-à-vis des psychiatres, comme quoi les psychiatres ne s'intéresseraient qu'à ce qui va mal. Et ça contredirait aussi la croyance très angoissante et très répandue. Si je me mets à dire à mon thérapeute que je vais bien, il va m'abandonner. Donc, l'orientation solution qui découle du travail d'Erickson, elle est fondatrice. Euh, et elle inclut le fait de s'intéresser aux problèmes des patients. Hein. Donc, il n'y a pas de, en tout cas dans ma compréhension de l'orientation solution, c'est pas de s'intéresser, c'est pas de pas s'intéresser aux problèmes des gens. Euh, je me rappelle de Malarévis qui disait aussi, si vous créez un problème avec un patient, arrangez-vous pour qu'il soit biodégradable. C'était déjà orienté solution avant la lettre. Également, en France, la thérapie orientée solution n'était pas encore importée. Donc, il ne faut pas prendre l'orientation solution. C'est pour ça que je parle plutôt de centré solution.
comme Hmm. euh, justement parce que euh, orienter solution pourrait paraître mécanique. Moi, je préfère dire centrer solution, c'est-à-dire quand un patient me raconte un trauma, je suis centré solution. C'est-à-dire, est-ce que moi, j'aurais pu survivre comme il a pu survivre à son trauma? Quelles compétences il a pu faire œuvre pour survivre? Et c'est ça être centré solution. C'est écouter les gens. Et on sait que dans le traitement des traumas, c'est fondamental de les écouter, de les complimenter quand on peut, et puis de pas se laisser dériver par le fait qu'on est thérapeute et qu'on est là pour que les gens aillent mieux. C'est ça être centré solution. Et avec une vision plus large, quand quelque chose type Palo Alto marche merveilleusement, c'est centré solution, parce que ça marche. Hein. Moi, je dis souvent à mes étudiants en première année d'hypnose, je ne vais pas vous apprendre à faire autrement que ce que vous faites déjà très bien. Tu parlais de survendre. Euh, combien, effectivement, j'ai pu, euh, comme disaient les solutionnistes, réparer des choses qui ne sont pas cassées. Hein. Non, centrer solution, c'est du bon sens. Quand ça marche, on continue et on essaye d'en faire plus. C'est pas une idéologie de centrer solution. C'est ni même pas une technique. C'est bien plus large que ça. J'oserais dire c'est une philosophie, mais bon, c'est un peu compliqué de parler de philosophie, mais euh, c'est d'être dans une attitude de non-savoir. C'est là aussi où je veux te répondre. Pour moi, être centré solution, c'est de ne pas avoir de théorie sur les solutions. Hmm. Euh, c'est des solutions, c'est merveilleux combien il y a de milliards, de milliards, de milliards de types de solutions que l'être humain peut inventer. Et effectivement, c'est pour moi un confort. C'est, je crois, Marie-Christine Cabier qui disait la thérapie centrée solution, orientée solution, c'est la thérapie des thérapeutes paresseux. C'est-à-dire, pour rejoindre Erickson qui se marrait chaque année en disant chaque année, il y a une nouvelle théorie psychologique, ça me fait bien rigoler. Donc, c'est pas être dupe, c'est rester un peu un enfant aussi de dire voilà, non, ça se saurait si on avait compris comment fonctionne l'être humain. Ça se saurait. Et donc, moi, j'essaye pas de jouer à ce jeu-là. Et de ce fait, j'essaye de créer des contextes où le patient va avoir envie de créer lui-même ses solutions avec mon aide, avec ma participation. Moi, j'aime bien faire du bricolage avec mes patients. Mais voilà, moi, je vois ça plutôt comme ça que comme j'ai longtemps vécu, à ce moment, à tel moment, je suis orienté problème, à d'autres moments, je suis orienté solution. Je devenais schizophrène, moi. Vraiment, ça fragmente. Avec les thérapies brèves, j'ai beaucoup vécu ça et j'espère qu'il n'y a pas trop de collègues qui vivent ça maintenant. C'est que, effectivement, je me disais, là, je suis narratif, là, je suis centré solution, là, je suis Palo Alto, là, je suis psychanalyse. J'étais psychotique. Et heureusement, j'ai arrêté de faire ça pour essayer, c'est le but de mes bouquins, de, de proposer des choses intégratives euh, et donc qui ne reposent pas sur la technique, qui reposent sur l'esprit. Et l'esprit de l'orientation solution, c'est de s'émerveiller quand les patients font des progrès, c'est de les complimenter, c'est de s'intéresser aussi quand il y a des toutes petites choses qui marchent, alors qu'on peut être tenté de les négliger, et les patients les négligent. C'est une attention, y compris à ce qui marche. Par rapport à quand on est psychiatre, on s'intéresse beaucoup à ce qui ne marche pas, parce on a peur que nos patients se suicident, on a peur si, là, et donc voilà, on est pris par des mauvaises transes. Et l'orientation solution, c'est de s'intéresser à la fois à ce qui va mieux et ce qui va moins bien. De chez le disait très bien. Et c'est ma question d'entame quand je revois un patient, je leur dis, mais qu'est-ce qui va mieux pour vous dans votre vie ou qu'est-ce qui va moins bien? Et tu vois la différence de tonalité, c'est-à-dire je m'intéresse plus à ce qui va mieux, enfin, je serais plus content
qu'il y ait des choses qui aillent mieux, mais si ça va moins bien, ça va moins bien. C'est l'équanimité, comme disent les bouddhistes là-dessus. C'est pas d'être un fanatique de la solution, comme j'ai pu être à mes débuts. Hein. Ça marche pas trop, ça. Ça marche pas trop. Euh, Dites-moi ce qui va mieux, le reste, ça m'intéresse pas. Non, ça marche pas. Et heureusement que nos patients n'acceptent pas Hmm. que ça marche. Génial, merci beaucoup pour ces précisions. Ça me fait rebondir sur plusieurs éléments. Le premier, c'est que tu parlais de thérapeute paresseux. Ça m'a fait sourire parce que le nom de mon groupe de supervision-intervision s'appelle les hypnoflemmards, OK. aussi connu sous le nom de hypnose élégante, et l'idée étant que je prône une posture de flemmard mais positif, c'est-à-dire moins j'en fais, mieux vous vous portez, mieux nos clients pour des non-médecins se portent. Hmm. Donc en tout cas, je raisonne avec ça, tout en étant évidemment engagé et en faisant le travail nécessaire pour pouvoir justement et d'oser cette présence et cette intervention. Et pour moi, c'est un travail de toute une vie et je pense que j'ai encore beaucoup à améliorer. Il y avait aussi cette phrase qui résonne avec ce que tu disais et que je dis maintenant régulièrement à mes clients, qui est, je ne sais plus à qui je l'ai piqué, si tu as la référence, ça m'intéresse, ou si les gens qui nous écoutent l'ont, vous n'avez pas besoin d'aller mal pour qu'on se voit. Ah oui, moi je dis très souvent ça. Je dis très souvent à la fin des thérapies, c'est fondamental. Parce que c'est toujours la croyance on va voir un médecin, on va voir un soignant quand ça va mal. Et quitte même à aller mal pour justifier d'aller voir un thérapeute ou un médecin. Donc, c'est des croyances limitantes dont il faut délivrer nos patients, évidemment, et aussi leur dire, et c'est vrai qu'il y a des études médico-économiques qui ont été faites par les solutionnistes, euh, aller voir un soignant quand ça va bien, c'est utile pour renforcer les dynamiques, pour renforcer la confiance. C'est pas stupide, quoi, contrairement à l'esprit commun, d'aller voir quelqu'un quand ça va bien. C'est une éducation aussi. On a une partie éducative dans notre métier, vraiment pour éduquer les gens ou les rééduquer. Erickson le disait qu'il y avait une partie rééducation dans l'hypnose. Je le crois profondément. Je pensais pas qu'on irait vers ça, mais ça résonne très fort. Effectivement, j'ai l'impression, et à nouveau, n'ayant pas fait d'études de psychologie ou de médecine, que le modèle de l'hypnose, modèle de l'esprit et de la relation, qui est extraordinaire et qui donne des éclairages, des hypothèses sur comment on fonctionne mentalement, émotionnellement, et probablement avec des liens avec le corps. Et j'étais touché. C'est vrai que je trouve que dans l'hypnose, il y a aussi un retour presque à notre animalité, quoi. On sort un peu du mental pour revenir. Donc toi, tu l'as nommé comme outil de travail pour sentir ce que ton corps te dit. C'est Ah, ça. moi, en fait, excuse-moi, Ah, mais je t'en prie. je vais me permettre d'intervenir parce que je pense qu'on est un corps, que vraiment notre culture a méprisé le corps et notre psychologie est toujours actuellement. J'ai lu un dossier il y a quelques années sur l'hypnose par une collègue pourtant très intelligente et sûrement très compétente qui parlait de l'hypnose, l'influence de l'esprit sur le corps. Alors déjà, on est dans un dualisme qui techniquement pose un problème, mais s'il y a bien une influence dans l'hypnose, c'est l'influence du corps sur nous, sur notre esprit, si on a un esprit, vaste sujet un peu complexe, mais en tout cas, on a un corps, et notre corps, c'est beaucoup plus que ce qu'on croit, et c'est plein de ressources, de compétences, et moi, je vois l'hypnose comme un travail corporel, et je vois l'être humain comme essentiellement un corps. Après, qu'est-ce qui est animal ou pas animal, c'est encore un autre sujet assez complexe pour moi, philosophiquement. Ça ne me choque pas qu'on soit aussi des animaux pour certaines choses, évidemment. Euh, mais voilà, je suis beaucoup, là aussi, proche de Roustan, qui dit qu'il faut laisser la tête descendre dans les pieds quand on fait de l'hypnose et aider les patients à redevenir des animaux, hein, effectivement, dans le sens d'une simplicité comme disait Erickson, quand c'est compliqué, il faut simplifier. Donc, tout se rejoint par rapport à ça. Et euh, voilà, moi, je suis plutôt à m'intéresser au corps et à vouloir simplifier, euh, quitte à provoquer. Moi, j'aime bien la provocation, mais on est des corps. On est des corps en un mot ou en deux mots?
Ah, c'est joli. Écoute, voilà, non, mais c'est complexe comme question. Moi, je vais un peu me Ok. dérober à ta provocation parce que, effectivement, euh, je pense on n'est pas, en un mot, pardon, on est un corps, quoi. L'être humain, c'est un corps et c'est merveilleux. Le corps humain est merveilleux. Et à partir de là, je pense que notre boulot d'hypnothérapeute, c'est beaucoup de remettre les gens vraiment dans cela, de quitter des philosophies toxiques. Voilà. euh, je- c'est complexe. Je ne veux pas disqualifier les concepts, j'en ai pas la prétention, mais le corps, je crois savoir un peu ce que c'est euh, au jour d'aujourd'hui. J'en ai pas épuisé les limites, mais je commence un peu à savoir ce que c'est qu'un corps. Et donc, je crois que si j'aide mes patients à se voir à se vivre comme un corps déjà, c'est pas trop mal ce que je peux proposer à mes patients. C'est pas trop mal. Ça me fait tisser un fil. Il me semble que c'est Wolinski dans la construction de l'identité qui évoque trois espaces de transformation thérapeutique. J'ai trouvé que c'était chouette. Il donne une définition de l'ego pour les gens qui ont déjà écouté les interviews. C'est quelque chose que j'ai déjà nommé. J'espère que ça fera pas trop redite, mais c'est la combinaison d'une false core et false self, une croyance erronée. Je suis pas assez intelligent, je suis pas assez bon, je suis pas assez fort, qui est souvent très précoce dans la construction de la vie, mais avant la mentalisation et qui va venir euh, euh, provoquer des comportements de compensation. Je vais me montrer fort, je vais me montrer intelligent pour être aimé. Et donc ça, c'est une construction mentale. Et il dit, en la comprenant, on peut arriver à moins être sujet, peut-être parfois carrément la faire dérailler, mais en tout cas, parfois y aller moins vite ou moins fort, et ça peut permettre de reprendre du contrôle. Donc ça, c'est un espace peut-être le plus logique, celui dans lequel, en tout cas dans notre culture, on est habitué à travailler pour aider à créer du changement. Et il en propose deux autres, et je trouve que l'hypnose peut nous aider sur ces trois espaces. Euh, Tu parlais d'une forme de psychoéducation, une éducation à nos émotions, une éducation même à comprendre les mécanismes intérieurs et à nouveau, pour les gens qui sont en reconversion, puis ça va nous amener sur cette question importante dans quelques instants, c'est probablement un modèle euh, vraiment, vraiment intéressant. Et les deux autres espaces, c'est revenir au corps, justement. Et l'hypnose peut nous aider à redescendre dans le corps. On sort de toute la mentalisation, là, de toutes les croyances, de toutes les constructions identitaires. Ah, t'es un corps avant d'être tout ça. Et l'autre extrême, c'est les expériences de transcendance, peut-être des expériences mystiques ou des expériences de communion dans le sens de partage, où on sort de nous-mêmes. Et j'avais trouvé, quand j'ai été exposé à cette idée dans les cours d'hypnologie de Cyril Champagne, qu'il y avait une grande justesse et j'ai l'impression que justement, et Erickson disait d'ailleurs par rapport à l'hypnose qu'il y a plein de modes psychologiques qui vont et qui viennent. L'hypnose, depuis qu'on l'a trouvée avec Mesmer, entre guillemets, son ancêtre, bah, elle n'est jamais vraiment sortie du paysage et probablement que ça peut permettre d'émettre l'hypothèse voilà, il y a une pratique qui transcende un petit peu les modes. Moi, ce qui me vient par rapport à ce que tu abordes, c'est la notion de subjectivité. Je pense que, et c'est pour ça que je m'intéresse à la phénoménologie, c'est que notre science a dévalorisé tout ce qui est subjectif pour vouloir tout objectiver. C'est ce qu'on appelle le positivisme du 19e siècle, qui a été, tout le monde le sait, une erreur, mais qui continue à régner dans les études de médecine, chez beaucoup de gens, et à notre insu aussi, et qui fait qu'on ne s'intéresse pas au sujet, au subjectif. Et tu parles de choses mystiques ou autres. Enfin, moi, je suis ouvert à tout parce que je n'ai pas la vérité sur ce qui est par définition subjectif. Et la science ne peut pas. Moi, j'ai souvent dit, c'est pas parce que la médecine n'explique pas l'action de l'aspirine, c'est très récent qu'elle explique l'action, Ok. que l'aspirine ne sert à rien. Euh, mais un certain nombre de nos savants ont eu et ont toujours tendance à penser que si on ne comprend pas quelque chose, ça n'existe pas. Or, il y a la subjectivité. C'est ce que nous apprend la phénoménologie, c'est que c'est plutôt scientifique de considérer qu'on est tous avec des vies intérieures, des vies subjectives, et
c'est réel, le subjectif est réel. Et à partir de là, ça recale beaucoup, y compris en pratique de l'hypnose. On peut rejoindre un patient dans son délire, dans ses phobies, dans tout ce qu'il croit, pour être avec lui déjà, le rejoindre et pouvoir être pertinent et humain avec lui. C'est sa réalité, c'est sa vérité, et on n'a aucun élément scientifique pour dire il se trompe. Donc, ce n'est pas la question. C'est lui qui trouve qu'il se trompe parce qu'il souffre et qu'il en a marre de souffrir. Et donc, à ce moment-là, on va l'accompagner à créer avec lui une subjectivité différente. Pour moi, c'est ça l'hypnose. C'est créer avec nos patients une subjectivité différente qui leur convienne. J'irais ça comme ça, l'hypnose au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que je définirais, vraiment. Et c'est cette ouverture que nous a laissé Erickson, d'autres aussi avant lui, mais quand même beaucoup Erickson, et cette humilité, c'est-à-dire on n'est pas des experts de la réalité, donc forcément que on est ouvert à tout à partir du moment où on est confortable avec certaines réalités. Moi, je ne suis pas confortable avec les vies antérieures, par exemple. Je ne sais pas trop accompagner les patients par rapport à ça, mais c'est pas parce que c'est pas parce que c'est pas scientifique, c'est parce que je suis pas à l'aise, hein, voilà. Mais sinon, tout est possible, j'ai envie de redire. Tout ce que le patient nous dit est possible. La preuve, c'est que c'est sa réalité. Et on le rejoint dans sa réalité si on est confortable avec ça. Je me suis peut-être un peu éloigné de ta question, mais voilà. Non, c'est Voilà. super. Et ce que je trouve touchant, et c'est aussi une des raisons de mon invitation, c'est la justesse et la modestie de ton propos, la mesure. Et tu dis pas les vies antérieures, ça n'existe pas ou ça sert à rien. Tu Non, dis, moi, je non, suis pas à l'aise et bien malin celui qui pourrait dire que ça existe ou que ça n'existe pas. Justement, dans le fait de rejoindre l'autre dans sa subjectivité, je sais pas si tu connais ce récit de séance de Bandler. Alors, Richard Bandler, le co-créateur de la PNL, bon, quand on raconte des histoires de séances, parfois il y a des. Bon, enfin, je ne suis pas là pour juger de la réalité ou pas, mais en tout cas, le récit est assez chouette. Il travaille en hôpital psychiatrique et il travaille avec quelqu'un qui se prend pour Jésus. Et évidemment, personne n'a réussi à l'aider. Et en fait, il propose, quand Jeudi Saint arrive, alors je suis pas super calé sur les dates religieuses, mais c'est le moment où Jésus va se faire crucifier. Et donc, il demande aux infirmiers et tout ça de se déguiser en centurion et en personnage de l'époque. Puis lui, il vient avec des planches et puis il commence à clouer des planches en croix, quoi dans la chambre du type. Et le type fait, qu'est-ce que vous faites? Bah, Jésus, tu sais ce que je fais, tu sais ce qui se passe demain. Et en fait, visiblement, en rentrant dans la réalité du patient, le patient finit par dire, écoutez, il faut que je vous dise un truc, je suis pas vraiment Jésus. Alors, encore une fois, je sais pas quelle est la réalité absolue de ce récit et si c'est quelque chose qu'on pourrait faire aujourd'hui. Enfin, bref, il y a plein d'enjeux par rapport à ça, mais je trouve que ça fait sourire et puis c'est très impactant en termes de comment est-ce qu'effectivement, en allant rejoindre l'autre là où il se trouve, on peut l'aider parfois à en sortir. Il y a aussi la fameuse salade verbale du patient d'Erickson qui racontait du non-sens, mais parfois il y avait quelques phrases qui avaient du sens. Et Erickson l'avait dupliqué, ce mode de communication, et il avait aidé justement à avoir un mode de fonctionnement plus satisfaisant, justement. Euh, je voulais juste rebondir avec une expérience récente sur l'orientation solution, et après, j'aimerais que, si ça te va, tu puisses nous éclairer sur ton regard sur euh, la répartition des rôles, on va dire. Pareil, j'essaie de ne pas être trop suggestif entre des psychiatres, psychologues pratiquant l'hypnose et des gens qui n'ont pas cette formation. Et si tu as des recommandations pour pouvoir optimiser la sécurité des gens qui font des séances d'hypnose, en fait, en fonction des gens qui vont voir. Et je travaillais avec un enfant de 11 ans et j'ai plus la problématique en tête. Puis donc, on explorait quand même pas mal comment ça se jouait. Et je m'apprêtais à lui proposer qu'on rentre en hypnose. Et là, j'ai eu un flash. J'ai dit, mais au fait, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Qu'est-ce que tu fais bien? Et il m'a dit qu'il adorait dessiner des BD. Et en fait, on a fait avec de la science-fiction et on a fait toute la séance avec des héros de BD qui font de la science-fiction. Et c'est vrai que nos clients, nos patients, pour toi et tes stagiaires, souvent quand ils vivent des difficultés, c'est comme s'ils zooment dessus et ça prend beaucoup d'espace, même si ça peut même devenir un filtre qui fait qu'ils voient la vie à travers ces lunettes-là. Et effectivement, questionner ce qui va bien, les endroits de passion, les endroits de satisfaction, d'efficacité c'est aussi suggérer ou rappeler à la personne qu'ils sont plus que leurs problèmes
et c'est effectivement souvent une action thérapeutique importante. Donc voilà, ça m'a frappé et je souhaitais partager ça avec nos auditeurs, nos auditrices. Euh, alors, on n'en a pas parlé avant, donc je t'avoue que je suis un peu sur des œufs parce que pour moi, c'est un sujet très sensible. Et si ça se trouve, tu as une vision arrêtée, très forte ou très compréhensive, je ne sais pas. Le fait est, aujourd'hui, dans le paysage de l'hypnothérapie, il y a deux populations. Il y a des médecins, des psychologues, des gens qui sont formés à l'accompagnement dans le parcours parfois universitaire. Et il y a des gens, c'est mon cas, qui sont en reconversion, qui ont appris uniquement l'hypnose ou l'hypnothérapie dans des instituts, etc. Il y a des gens sérieux, je pense, dans les deux domaines. Il y a des gens peut-être moins sérieux dans les deux domaines aussi. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Et je crois que les gens qui nous écoutent font plus partie des hypnothérapeutes non médecins, non soignants, non psychologues. Quel est ton regard et quels seraient tes conseils pour nous aider à être des professionnels qui soient les plus sûrs, les plus safe, les plus sécures pour les gens qui viennent nous consulter? Alors, en t'écoutant, je pense à une phrase de Marie-Élisabeth Elisabeth Frémonville qui fait un peu autorité sur le sujet en ce moment parce qu'elle a dit quelque chose d'assez profond et qui peut être un support à la discussion. Marie-Lise Frémonville, elle dit il faut savoir faire il faut savoir faire sans hypnose ce qu'on fait avec l'hypnose. Euh, c'est un point de vue très discutable, hein, mais qui pose le débat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un thérapeute doit savoir pour être thérapeute? Et ça, c'est une sacrée question. Et moi, je pense que c'est une question qui doit être étudiée scientifiquement, et on en est loin d'avoir fait une étude scientifique de cela. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois savoir faire pour accompagner quelqu'un qui a un trauma? Qu'est-ce que je dois savoir? Excusez-moi le terme, mais il doit savoir fermer sa gueule, moi je trouve déjà, euh, plutôt que de commencer à l'installer dans des trucs souvent violents, trop rapides. Et pour moi, voilà, c'est ce que je pense qu'il faut savoir faire avec quelqu'un qui a un trauma, c'est fermer sa gueule, c'est-à-dire apprendre de ce qu'il va nous raconter. C'est ça, exactement. Élargir nos perceptions et attendre que des idées d'intervention nous viennent au lieu de, comme ça se fait aujourd'hui, et je le déplore, je suis formé à telle technique, donc je fais la technique, et puis je milite pour la technique, et puis et moi je vois des gens qui viennent à mon cabinet qui ont été maltraités par des approches trop techniques et trop j'allais dire, monomaniaques de la thérapie du trauma. Fais Donc, référence là à l'EMDR ou ce genre je fais d'approche? référence à rien de précis Pour pas, pour être d'accord. juste. Oui, oui, parce qu'il y a, je sais pas, moi je crois qu'il y a 400 ou 500 approches du trauma Oui, tu peux faire aussi de la actuellement. régression et faire revivre le trauma. C'est ce qu'on faisait pendant longtemps. Voilà, Il y a plein de... donc c'est toujours pareil, c'est l'idée, je ne sais pas comment aider Monsieur Robert Dupont, j'ai pas de bouquin qui me dise comment on aide Monsieur Robert Dupont, donc je le rencontre. J'aime beaucoup la notion de rencontre et bien sûr, qu'est-ce que j'éprouve avec lui et est-ce que je peux déjà lui faire des compliments ou pas encore. Et donc, moi, j'ai fait un peu de bateau, ça peut m'arriver d'en faire encore une fois, et c'est ce qu'on appelle naviguer à l'estime. En bateau, on peut fixer un cap et fixer une route sur une carte, ou alors on peut naviguer selon comment on se sent. Et moi, j'aimais beaucoup naviguer à l'estime, et c'est ce que j'aime avec mes patients. Euh, ne pas se laisser enfermer dans des approches techniques précises, y compris même l'hypnose. Donc c'est ça qui me vient à te répondre. Je ne sais plus quelle est la question, évidemment, mais c'est ce qui m'est venu par rapport à ça. Oui, par rapport au savoir, hein. Donc, qu'est-ce que le patient, qu'est-ce que le thérapeute a besoin de savoir? Bon, moi, je reconnais que quand j'ai appris, et il n'y a pas si longtemps que ça, à distinguer les traumas simples et les traumas complexes, bah, ça m'a été utile, hein. Quand j'ai appris des trucs sur la dépression, ça m'a été utile. Donc, il y a des savoirs qui sont utiles pour aider les patients. Et auquel cas, effectivement, est-ce qu'il est légitime d'intervenir avec tel patient quand on ne sait pas certaines choses qu'il y a besoin de savoir?
ben, je dirais ça pose problème. Ça pose problème. Et effectivement, bon, y a des lois qui ne sont pas appliquées en ce moment, qui nous pourrissent un peu le débat aussi, parce que du coup, y a plus vraiment de repères. Et heureusement, des personnes comme toi essayent d'en apporter des repères sur qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour aider quelqu'un. C'est quelque chose de central et c'est une question centrale. Euh, Moi, souvent, je demande à mes patients, dans l'approche centrée solution, c'est la question classique, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir encore de vous pour être capable de commencer à réfléchir à comment vous aider. Et donc, j'ai des patients qui me disent, vous savez ce que vous avez à savoir, ou ah, j'ai encore une ou deux trucs à vous dire, ou alors, ah, bah, je pense qu'il faudra se revoir au moins trois ou quatre fois que j'ai le temps de vous dire tout ce que vous devez savoir. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est essentiel. Parce qu'après, il y a la question du non-savoir qui arrive, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a besoin de ne pas savoir pour les patients. C'est aussi une question. Qu'est-ce que je ne dois pas savoir? Erickson se créait des hallucinations négatives avec ces cas d'échec. Il se créait des oublis du dossier pour pouvoir revoir le patient à zéro en ayant tout oublié de ce qu'il savait. C'est une bonne technique. Quand on est en échec, on reprend, quand on y arrive, un dossier à zéro. Donc il y a des choses qu'on a besoin de ne pas savoir aussi. C'est assez complexe. Moi, ce n'est pas mon goût pour la complexité que j'expose. Je pense que c'est complexe et que c'est les choses simplistes qui sont dangereuses là-dessus. De dire à la fois, faut savoir plein de trucs, il faut avoir fait une analyse personnelle, hein, faut avoir lu tout Erickson, il ne faut pas trop lire, hein. À mon avis, pour faire de l'hypnose, faut lire, mais pas trop. Enfin, voilà. Et puis l'excès inverse, de dire on s'en fout, Hmm. y a rien à savoir, ça c'est un truc de médecins qui veulent garder le pouvoir et embêter tout le monde. Y a besoin de rien savoir, tout le monde sait, enfin des trucs démagogiques qui sont également tout autant dangereux que de surestimer ce qu'on doit savoir pour aider les patients. Si je tisse le fil, même comment dire, ce qui est du corpus de savoir aujourd'hui accepté n'est que le corpus de savoir aujourd'hui accepté. Bien Euh, sûr, Même sur oui, en traumatologie, il y a la théorie polyvagale qui aujourd'hui a beaucoup le vent en poupe. J'ai entendu Christophe Dufour avec qui on a prévu aussi de faire un entretien dans un podcast où même ça se challenge. Et du coup, effectivement, ça pose la question. Alors, peut-être qu'il y a des cursus universitaires de formation qui, justement, assoient certains savoirs et qui, je pense, sécurisent d'une certaine manière, qui peuvent aussi un peu enfermer. Il y avait Philippe Haïm, qui, au départ, qui est un psychiatre à Nancy, que j'estime beaucoup et qui doit intervenir aussi dans une interview. Et je crois qu'au départ, il était quand même plutôt pour le fait de réserver la pratique de l'hypnose aux médecins et aux psychologues, psychothérapeutes, ce qui s'entend, à vrai dire. Moi, si j'avais une baguette magique pour refaire mon histoire de vie et que je savais ce que je fais aujourd'hui, j'aurais probablement pris un chemin qui aurait assis ce savoir universitaire. Ça reste dans mon idéal hein, de retourner à la fac et de pouvoir faire ça, mais il y a des enjeux parfois aussi voilà, pragmatiques d'organisation, de famille et tout ça qui limitent ça. Et justement, il avait rencontré Antoine Garnier et il a découvert que il y a des gens qui ne font que de l'hypnose, que de l'hypnothérapie, et qui, justement, parce que c'est l'outil principal, ont développé des compétences et des savoirs sur l'hypnothérapie et parfois connexes aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la dépression, il y a Human Givens, je ne sais pas si tu es familier avec ça, qui ont fait un travail très approfondi. Sur le trauma, moi, je sais que quand je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop léger dessus, bon, j'ai fait une formation avec Evelyn Joss, alors c'est encore pour moi trop rapide. Moi, j'aime beaucoup lire des livres, je me forme en autodidacte, après, je vais me former auprès des gens, justement pour placer des points de repère. Euh, Comme les accompagnants non médecins ou non psychologues sont une réalité, il y a aussi des enjeux aussi, comment dire, d'offres et de demandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hypnose est plus connue. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent en profiter. J'ai l'impression que vous, les psychiatres, et alors, a fortiori les psychiatres qui pratiquent l'hypnose, ou psychiatres, psychothérapeutes, vous êtes la perle rare quand même. C'est difficile de vous trouver et d'obtenir des rendez-vous avec vous. Et il y a peut-être des sujets qui ne nécessite pas une connaissance extensive de la psychiatrie ou de la psychologie. Je prends un exemple, la plupart des arrêts de tabac,
on peut les faire avec une connaissance raisonnable de la pratique de l'hypnose. En revanche, il y en a qui peuvent nous mettre en lien avec des enjeux plus profonds, des traumas. Et voilà, ma posture aujourd'hui, ce serait de se dire justement quel point de repère on place pour pouvoir, quand on n'a pas tout le bagage de connaissances psychologiques ou médicales, pouvoir travailler dans un espace sécurisé et réorienter au moment où on touche les limites de notre compétence. Parce que si jamais je suis ce que tu dis et que Marie-Elisabeth fait mon vide, bah, du coup, moi, il faut que je mette la clé sous la porte. Parce que, entre guillemets, je ne sais rien faire sans hypnose. Moi, ma seule compétence, entre guillemets, c'est de bien maîtriser l'hypnose et j'espère certains thèmes connexes qui me permettent d'avoir des stratégies thérapeutiques. Je pense sur le trauma, on sait que construire une relation sécure, c'est souvent un fondement important avant d'essayer de faire bouger le système, quoi. Bon, bah ça, je l'ai découvert, ça me paraît assez évident, j'essaye d'en prendre soin. Mhm. Je sais pas, je sais pas ce que ça t'inspire. Moi, la première chose qui m'est venue en t'écoutant, que je vais reprendre, c'est il y a quelques jours, j'ai une pensée un peu nouvelle qui était, en gros, je me parle à moi-même, hein, donc Thierry, tu te donnes beaucoup de mal, mais il faut rester calme. Dans 50 ans, ce que tu fais, ça fera rigoler tout le monde. Euh, Parce que les connaissances progressent à une vitesse grand V, qu'on on apprend tellement. Moi, ce que je faisais il y a 25 ans, je ne le fais plus. Les gens autour de moi, pareil. Donc, la question du savoir est quand même très évolutive. On a un savoir au jour d'aujourd'hui, mais voilà, tu parles de la théorie polyvagale, par exemple, qui est beaucoup mise en avant, mais qui est critiquée par d'autres. Donc voilà, euh, peut-être que ça sera dans 50 ans une évidence que c'était une grande avancée, ou peut-être que ça partira aux oubliettes, comme tant et tant de théories dont rigolait Erickson. Moi, je n'en sais rien, je ne connais pas le futur, mais je pense que euh, toi, tu as, par rapport au métier de la thérapie, je reviens à l'humilité, quoi. Parce que c'est pas une humilité éthique, mais c'est justement pour ne pas se laisser piéger par des illusions. On fait de notre mieux en 2024. Qu'est-ce qu'on fera en 2084? Moi, je pense qu'il faut rester très modeste par rapport à ça. Et je pense que euh, beaucoup de nos successeurs rigoleront, tout comme on peut rigoler, et ça n'empêche pas le respect du magnétisme animal, du fluide magnétique, ça n'empêche pas le respect, mais d'ailleurs c'est fait pour rigoler. Moi je trouve le fluide magnétique, si ça aide les gens, c'est parce qu'on peut rigoler avec, à mon avis. Donc c'est voilà, c'est au jour d'aujourd'hui, l'hypnose a ce visage-là. Le terme hypnose a un peu du plomb dans l'aile, selon moi, quand même, mais marche quand même pas trop mal. Pour l'instant, ça marche pas trop mal. Qu'est-ce qu'il en sera dans 60 ans? euh, Je serais pas curieux de le voir parce que je le verrai pas. Donc, c'est pas la peine d'être curieux, mais je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à tout. On voit bien que les notions d'inconscient sont en train d'exploser quand même d'un point de vue scientifique. J'ai encore beaucoup euh, d'interlocuteurs qui sont très choqués quand je leur dis ça, mais je crois que raisonnablement, c'était vraiment une métaphore que nos prédécesseurs utilisaient, et c'est très bien les métaphores, mais scientifiquement, la conscience ne fonctionne pas du tout comme ça. Moi, je pense c'est plus de l'attention que de la conscience, tout ça. Et voilà, donc les connaissances scientifiques vont progresser, forcément. La psychologie est une science récente, à peine 2 siècles, donc en retard par rapport à toutes les autres sciences. Donc ça veut dire qu'elle va progresser encore longtemps pour atteindre, pour sortir du Moyen Âge, je dirais. Enfin, moi, je dis ça souvent pour la psychiatrie. La psychiatrie, on sort juste du Moyen Âge quand même. Faut voir ce que mon grand-père dépressif a vécu dans les années 50. C'était quand même le Moyen Âge. Donc,
nos domaines sortent du Moyen Âge. Et très récemment, moi j'ai une cliente qui m'a été orientée par un psychiatre et qui on travaille bien en constellation thérapeutique. Avant tout ça, elle a eu des électrochocs. Et c'est là, c'est au 21e siècle, hein, donc c'est. Ce qui ne veut pas dire que les électrochocs En plus, je connais ne pas. Donc. sont jamais pertinents, hein. Et Mais bon, effectivement, mais même quand on voit encore comment fonctionnent les services de psychiatrie, dans certains services, il y en a qui sont remarquables, mais d'autres, ben voilà, et même comment on fonctionne dans le libéral. Je pense qu'on est au début de nos métiers. On est en train de fonder progressivement les bases de nos métiers de la thérapie. Moi, j'ai connu, en venant à Nantes dans les années 90, des gens qui avaient du mal à faire la différence entre un psychiatre et un prêtre, hein. Voilà, il faut voir où on en est et où on en est dans la construction de nos métiers de thérapeute, d'hypnothérapeute. On est en chantier. On est en chantier pour moi, pour aussi revenir à ta question sur les métiers de l'hypnose. On est en chantier et effectivement, on est dans une époque assez permissive finalement, puisqu'il y a des lois qui ne sont pas appliquées. tu fais Ouais. référence à quelle loi aussi, parce que tu l'as nommé La déjà. loi sur la psychothérapie, Oui, euh, d'accord, qui est contourné avec psychopraticiens et à vrai ouais, dire, c'est ça. même les Ouais, c'est ça. hypnothérapeutes font parfois une forme de psychothérapie qui ne se dit pas, quoi. Ouais, c'est ça, principalement la loi sur la Ouais. psychothérapie, effectivement. Et du coup, moi qui avais été plutôt favorable à cette loi, bon, bah, je vois qu'elle n'est pas appliquée. Et tant mieux aussi pour certaines choses qu'elle ne soit pas appliquée, évidemment. Voilà, c'est l'histoire qui se fait avec nous et sans nous. Euh, Ça reste encore une préoccupation peu importante de nos gouvernants, hein, l'hypnose et la thérapie. À la fois pour les usagers, je le déplore parce que les usagers vont voir n'importe qui et se font avoir par des charlatans graves. Et quand c'est pas pire, avec les affaires que je ne citerai pas, qui sont avec des procès bientôt. Euh, Qui sont mais malheureusement aussi, pas le fait des techniques ou des outils thérapeutiques. Les bien sûr, comportements horribles sont malheureusement présents dans beaucoup de domaines de la société. Mais en tout cas, effectivement, ça existe aussi. Oui. vaste sujet également. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être simpliste là non plus. Et puis les bons côtés de la permissivité. Les bons côtés, c'est que donc toutes les personnes moi j'ai toujours pensé ça, il y a des personnes qui ont vécu des choses dans leur vie personnelle qui les rend capables d'aider les autres, parce qu'ils ont appris de la vie, ils ont un savoir de la vie. Mm, mm. Et comme je te disais tout à l'heure, si on voit l'hypnose comme la vie, il y a des gens qui en connaissent un rayon, qui n'ont fait aucune étude, qui n'ont rien lu, mais ils ont vécu et ils en savent un rayon pour aider les gens. C'est tout ce qu'on appelle les VAE, les validations d'acquis de l'expérience. C'est qu'effectivement, euh, c'est compliqué encore de valider et de déterminer quels acquis d'expérience seraient équivalents à un diplôme de psychologue ou de. Voilà. Euh, c'est encore débutant tout ça. Et ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Et puis, il y a les peurs, hein, et les peurs qui peuvent être justifiées. Il y a les psychologues qui ont peur de ne plus avoir de boulot. Voilà, les infirmières qui ont peur d'être saquées par leur ordre infirmier qui est horrible avec eux, avec elles. Il y a toutes les questions de peur et les peurs de tout le monde. Il faut gagner sa croûte. Donc, c'est très complexe. Et moi, je ne partage pas l'opinion, effectivement, de certaines instances médicales qui estiment qu'en haut, il y a les psychiatres, après, il y a les médecins somaticiens, en dessous, il y a les psychologues, après, il y a les thérapeutes adélisés, et puis en dessous, la Ligue du peuple, qui serait euh, des gens qui n'ont pas de diplôme ni de numéro adélie. C'est une vision fasciste, pour prendre un mot un peu d'actualité, une vision réactionnaire et horrible de l'organisation des soins pour le futur.
il faut tenir compte de la valeur des gens et de leurs compétences. Ce qui est pas facile à mesurer. C'est vrai que tu disais ça, moi j'ai souvent pensé que si ma compagne avait décidé d'être thérapeute, elle serait une bien meilleure thérapeute que moi. Elle a un parcours de vie, elle a une Mm. sensibilité humaine, émotionnelle, une lucidité sur les mécanismes des siens et ceux des autres qui font que moi j'ai encore beaucoup de boulot pour me hisser à son niveau. Après, c'est pas son Et, parcours de vie, mais et elle est une femme. Moi, je pense profondément, c'est pas de la démagogie. Je pense que les femmes, comment dire, c'est- ont des atouts considérables dans le monde de l'hypnose. Et je me réjouis du dernier forum de la Confédération où la présence des femmes était très forte, enfin. Il y a aussi un savoir lié à la féminité. Alors, vaste sujet là encore, hein, il ne faut pas être trop stéréotypé, évidemment, évidemment. Mais voilà, ta conjointe est une femme aussi. Donc, je pense que moi j'ai longtemps dit que ma femme était plus douée que moi, mais il y a la question de comment les femmes travaillent avec l'hypnose, et je pense qu'il y a quand même des différences avec elles n'ont pas certains comportements ou beaucoup moins de, de frime, de fascination que les hommes aiment bien se la jouer, euh, et qui sont néfastes, selon moi, qui sont néfastes à la pratique de l'hypnose. Y a ça aussi qui intervient pour moi. Euh, voilà, vaste sujet qui touche à l'authenticité aussi. Moi, je pense que l'hypnose est liée à l'authenticité. C'est discutable. Je suis prêt à en débattre. Peut-être qu'il faut savoir ne pas être authentique aussi pour soigner certains patients en hypnose. J'en fais pas une généralité, mais voilà, il y a beaucoup de questions qui sont ouvertes et et qu'il est temps de penser. Moi, je fais partie, enfin, j'ai utilisé beaucoup euh, mon temps actuel à dire que maintenant l'hypnose c'est quand même plutôt imposé et qu'il y a besoin de penser l'hypnose. Euh, En tout cas, moi, je suis prêt à apporter un peu ma contribution à ça, avec tous ceux qui peuvent être intéressés, celles et ceux, parce que si on veut qu'une hypnose soit durable, reconnue durablement, il y a besoin de penser l'hypnose. Je fais partie des gens qui pensent ça, justement. Euh, et, euh, on n'est pas si nombreux que ça. Et quand tu vois que c'est quand même difficile de lancer des revues d'hypnose et tout ça, d'avoir des abonnés, on voit bien que les gens sont pris par leur vie, ils courent tout le temps, ils se mécanisent, ils essayent de tenir le coup, bien sûr, de faire face. Donc, c'est pas du tout un reproche, hein. Mais je, si je peux encore apporter un peu d'aide pour susciter le fait de penser l'hypnose, ça me fera plaisir, quoi. je crois que c'est en tout cas réussi, à minima avec moi aujourd'hui pour cet entretien qui me passionne. J'allais dire m'a passionné parce qu'on se rapproche de la fin, mais c'est vraiment une vraie joie en tout cas d'avoir cet échange et de profiter de ton expérience et ton regard, ta sagesse. Effectivement, on est un peu une niche, hein, l'hypnose. Et puis, je pense que quand on découvre l'hypnose, souvent on se passionne aussi pour l'outil, la technique, et finalement, je crois que ce qui est intéressant, c'est la vie. Et il y a des gens, il y a des gens qui viennent nous consulter, ils sont intéressés par l'outil, mais ce qu'ils veulent, c'est aller mieux et c'est leur vie. Et parfois, même s'ils oublient l'hypnose pour être mieux dans la vie, c'est probablement. Alors, je refais un distinguo entre hypnose et vie. Toi, tu les as un peu mélangés. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'automatismes du corps et de l'esprit qui sont des formes d'hypnose, en tout cas d'auto-hypnose ou de conditionnement. J'ai d'ailleurs pas encore lu ton bouquin sur l'auto-hypnose et vu la qualité de l'ouvrage que j'ai lu, je vais m'empresser d'aller le consulter parce que c'est un sujet qui me passionne. Euh, pour se rapprocher de la fin, je te propose deux questions en une. Tu nous as donné beaucoup de pépites. Si jamais il y a, je sais pas, un ou deux conseils pour peut-être des jeunes praticiens, praticiennes ou des gens qui s'y intéressent, peut-être d'ailleurs des gens issus du monde médical ou la lie du peuple, comme tu l'as nommé.
Voilà, qu'est-ce que tu aurais peut-être aimé savoir, toi, quand tu as commencé, ou qu'est-ce qui te paraîtrait le plus important? Et la deuxième question, plus ouverte, s'il y a un thème ou un sujet, on a parlé de pas mal de choses, je crois que c'était déjà très riche, mais une question que tu aurais aimé que je te pose, ou voilà, un axe qu'on n'a pas exploré, dont tu te dis, ça c'est quand même vraiment important, et je pense que c'est important qu'on puisse en parler. Puis après on se dira au revoir. Évidemment, je crois que l'entretien d'aujourd'hui en témoigne. Ta disponibilité et ta passion pour ces pratiques est flagrante. Donc je crois que pour les auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ce genre de choses, mais en tout cas à nous interpeller si jamais il y a des sujets qui méritent approfondissement. Je crois qu'on a tous envie voilà, que la pratique avance et que tout le monde s'améliore. Donc voilà, je finis un peu là-dessus et je te laisse Ouais, le ouais. micro. Alors, moi, ce qui m'aurait été utile qu'on me dise quand j'ai commencé l'hypnose, c'est la technique, c'est super important. Donc, l'hypnose, c'est technique. Et il faut apprendre à faire ses gammes, comme disait De Chazer, avant d'improviser. Et voilà, euh, une rigueur technique. L'hypnose, c'est Bateson qui disait l'imagination sans la rigueur est futile. Donc la rigueur est essentielle. Et l'hypnose, c'est technique. Et il faut se coltiner avec ça pendant un nombre d'années suffisant. Et effectivement, il y a malheureusement, bon, beaucoup de gens ils ne peuvent pas se former plus de 2 ou 3 jours. Euh, c'est cruel. C'est cruel. Moi, j'ai mis 10 ans à apprendre l'hypnose, à peu près 10 ans. Donc, bon, peut-être que je n'apprends pas très vite, mais je, voilà, il y a du temps pour apprendre la technique et je ne me prétends pas un très très bon technicien de l'hypnose, hein, loin de là. Je fais comme je peux avec la technique. Donc ça, c'est le premier point, l'importance de la technique et, et de, et donc, quelque part, la notion d'école, éventuellement de filiation. C'est-à-dire, moi, j'ai appris l'hypnose avec tel maître, homme ou femme. Moi, j'aime bien l'idée des maîtres. Et j'aime bien citer les miens, comme je l'ai fait aujourd'hui. Et ça introduit à la fois une nourriture, on reçoit de nos maîtres et on les continue et on essaye éventuellement de faire mieux qu'eux. Donc pour moi, c'est une jolie notion, cette notion d'apprentissage par école et par filiation, et ça donne de la durée pour aussi transmettre après. Progressivement, plus ça va, plus on continue à apprendre, mais on transmet. Donc j'aurais eu envie qu'on me dise vraiment, sois plus rigoureux Thierry. Là, tu n'as pas été assez rigoureux, tu recommences. Comme De Chazer faisait, quand il faisait travailler les compliments, il disait non, tu peux mieux faire là. Refais ton compliment, reprends du temps, tu peux faire mieux. C'est pas bon. Et j'essaye d'avoir un peu cette directivité-là dans mon travail de formateur. Et le deuxième point, effectivement, après, c'est mais ça, c'est pas quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Je pense que vraiment, c'est plutôt de convier tous nos auditeurs, tous nos participants d'aujourd'hui au fait qu'on on est maintenant avec des points communs quand on pratique l'hypnose et que tous ensemble, on peut se poser des questions utiles. Il y a plein de questions qui ne sont pas utiles, qu'il ne faut pas se poser. Et puis, il y a des questions qui sont nécessaires parce qu'on est en 2024 et de pouvoir partager. Et c'est ce que tu fais quand tu crées justement tes activités où tu proposes ces espaces-là de réflexion. C'est effectivement partageons, discutons comme dans un café, quoi. Hein. Donc, échangeons sur ce beau métier qu'est la pratique de l'hypnose avec aussi les choses complexes, compliquées, les nouvelles difficultés, euh, de, 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 mettre ça dans un environnement humain. Et je pense que c'est ce que tu fais, Adrien, et c'est vraiment très chouette ce que tu fais, parce qu'il y a un grand besoin, après ces années Covid, d'isolement, etc., de partager, de se rencontrer, d'échanger, si possible physiquement, mais ne soyons pas plus royalistes que le roi. Déjà, la visio, c'est vachement bien, pour, pour échanger nos convictions, nos doutes, et toujours, si possible, dans une optique de, comme disait Toby Nathan, démocratique. Il n'y a pas de gens supérieurs aux autres.
Et effectivement, les diplômes ne donnent pas une supériorité. On est tous des êtres humains et on s'occupe d'hypnose, donc pour moi, de vie. Et donc, il y a mille et une questions fertiles à se poser et nécessaires aussi pour que l'hypnose continue. Je ne suis pas du tout sûr que l'hypnose va encore durer très longtemps. En soi, c'est pas. L'histoire nous montre que en 2 siècles, il y a eu des périodes voilà, d'apogée et de déclin ou de disparition. Donc, voilà, moi, je m'occupe à mon âge d'essayer de rendre l'hypnose modestement, si possible, durable, parce que j'aime ça et que il y a d'autres approches qui sont intéressantes. Moi, la pleine conscience m'intéresse beaucoup, mais je serais emmerdé que l'hypnose disparaisse. Merci du fond du cœur. La bonne nouvelle, et je crois que j'aurais envie de te challenger, c'est que finalement, elle n'a pas disparu, puisqu'en 2024, on en parle encore. Et justement, je reviens sur ce que disait Erickson. Effectivement, parfois, peut-être qu'avec, je sais pas, l'éther et les gaz qui permettent de s'endormir, bah, du coup, on en a eu moins besoin. Peut-être qu'avec l'approche médicamenteuse, elle est un peu sortie du devant de la scène. Néanmoins, il y a toujours eu des gens qui ont continué de la maintenir vivante. Et c'est vrai que vu que c'est une passion qu'on partage, pour le coup, je me sens plutôt optimiste et enthousiaste du fait que ça se maintienne. Et j'ai l'impression, et d'ailleurs je suis vraiment ravi que tu aies accepté mon invitation, euh, que c'est une pratique profondément humaine, du lien. Et tu vois, on se connaissait pas, et moi, c'est un peu d'admiration. Psychiatre, t'écris des bouquins que je trouve géniaux et tout. Enfin, j'en ai lu qu'un, mais. Et en fait, on a une rencontre humaine. Et il y avait cette définition, je crois, d'Erickson. Il disait c'est une relation de deux personnes, une relation chaleureuse au service d'une des deux personnes. Pleine de chaleur, ouais. Pleine de Et chaleur. pleine de Ouais, chaleur. Et je ouais. trouve que, voilà, tu as raison, le monde, bon, il y a plein d'enjeux, des difficultés, mais toutes ces connexions peuvent nous déconnecter un peu, hein, sur les portables, machin. J'espère que ça peut être des coups de balancier. En tout cas, je l'ai déjà dit par ailleurs, et je te le redis parce qu'on est ensemble aujourd'hui, moi j'ai l'impression que par la technique, j'étais un peu dissocié, un peu dans ma tour d'ivoire, par la technique de l'hypnose, ça m'a remis dans mon humanité, au contact des gens, et aujourd'hui, je suis vraiment touché et ravi qu'on ait eu ce moment et qu'on ait été au contact, on ait appris un peu à se connaître. Ouais. Et bon, voilà, s'il y avait que ça aurait déjà été une victoire et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus. Donc, merci vraiment du fond du cœur. Et merci à toi, Adrien. Vraiment, je te le dis très sincèrement, tu m'as fait vivre un moment dont je me rappellerai, parce que c'est un moment de rencontre humaine avant tout, et pour partager des convictions et probablement des valeurs euh, qui nous animent. Et donc, vraiment, merci pour cet excellent moment. Merci à toi du fond du cœur. Merci à toutes et tous, évidemment, qui nous ont écoutés ou regardés. Je vous encourage vivement, bon, les trucs des réseaux sociaux, partager, liker, tout ça, ça c'est évidemment le classique. Mais surtout, n'hésitez pas à interpeller nous et faisons vivre cette matière pour qu'on continue d'avancer, de grandir ensemble. Et je mettrai évidemment les liens des différents aspects de ton travail, Thierry. Je serais d'ailleurs curieux que tu nous redises, je connaissais pas le travail en une séance. S'il y a des gens qui ont écrit des choses dessus, je suis toujours curieux. Et donc, voilà, d'ici nos prochains échanges, je vous remercie encore et je vous dis à toutes et tous à très bientôt. Au revoir à tout le monde.